Hello and welcome Bonjour back. For et those bon who got retour to watch pour some of ceux the et celles poster d'entre vous presentations, qui avaient regardé thank les you. You've présentations seen vidéo. maybe about half Merci. of them. Vous avez peut-être vu la Please go to our moitié. YouTube channel Veuillez, and s'il vous catch plaît, all vous those rendre à notre presentations and the canal lectures YouTube pour that we voir toutes les have put up présentations there. et les conférences Welcome you que to nous our avons panel looking at ajoutées. the Just J'aimerais Society. vous We're going to be looking at cannabis accueillir drug à laws, notre panel. Nous allons medical aid and examiner dying, les and lois experiences sur of l'aide médicale à homelessness. mourir We et are l'expérience de pleased with the return l'itinérance. of our moderator for this Nous session, avons le plaisir WFHB board d'accueillir chair Dr. la Michelle Hewitt. présidente She's in de conversation with Handicap sans Nicole pauvreté, Luongo of the Michelle Canadian Drug Hewitt, Policy qui va Coalition, discuter avec Nicole researcher Dr. Luongo, Ty Reagan, and Emilio Tola, le whose chercheur research Ty intersects with lived Reagan, experience et of Emilio homelessness. Tola, Michelle, qui over to travaille dans you. le domaine de l'itinérance. Hi there. Michelle, la I would parole est just like à to take toi. my moment here as Bonjour, chair of the j'aimerais board prendre un with moment WFP to en do a few tant shout que outs and thank you présidente du for all who have Conseil got de that there. handicap sans So, pauvreté pour in the saluer les gens. background, there's an amazing Alors, team making all of this à happen. We've been l'arrière-plan, making il it y a une happen for équipe quite a few years. incroyable So I'd like to give qui a fait shout out arriver de to grandes Liz choses. at Alors, Plan j'aimerais Institute. saluer They have our Liz back au so Plan many Institute times. They qui run our nous webinars appuie and si all souvent. kinds of things. C'est eux qui dirigent nos webinaires et It plusieurs makes it look rencontres effortless, and virtuelles. I know that they work very hard, so thank you. Et je sais qu'ils travaillent très, très Today, fort. Alors, behind the merci. scenes, Aujourd'hui, Amanda, Sabrina, derrière Amy, and la scène, Omar, Amanda, all my life, Sabrina, people Amy who et are doing Omar. such an amazing Ah, job. vous faites un As Amanda travail reminded me a little while extraordinaire. ago, Comme I was Amanda me l'a thinking about rappelé how il y a about we put quelque this temps, little je me symposium suis on, dit, ben, and they've qu'est-ce made que it ce serait into d'organiser un this colloque? incredible Et event. ils ont fait Amanda en sorte que ça has devienne been cet there to événement take my back from the incroyable. start of this, Amanda m'a appuyé depuis le and tout come up with début help to make et a ideas that I put trouvé into place. Like des we had idées. so many people get in touch Nous to avions say that tellement de personnes with qui ont amazing communiqué ideas, and avec rather nous than say avec no, des idées we decided to incroyables. do things Et like this, plutôt que bring de dire non, together nous avons décidé de 3 faire ce amazing genre de colloque, presentations de under one rassembler umbrella. trois If you have incroyables not had the présentations opportunity, en please do une. take the Si vous time to n'avez go pas and watch encore the eu videos l'occasion, veuillez that s'il vous each of plaît Ty, prendre le temps Nicole, d'aller Emilio have voir put les together. vidéos And Emilio, I de have to give a Ty, shout out to Nicole Liz, the graphics. et Oh my life, Emilio. she's Et amazing. Ty, oh So mon Dieu, Emilio, c'est wow, absolument, proud les of her. You graphiques sont should absolument be. You incroyables. should be. Vous I think devriez être fiers. Je suis tellement Heureux. heureux. Je crois qu'elle est dans l'auditoire en ce moment. J'espère que vous allez avoir l'occasion de voir les graphiques So one qu'elle at a the end, créés pour looking moi. down at the feet with the shadow. Alors, Oh my celle qui goodness. regarde I en think it's just bas, qui regarde absolutely. les So pieds I'm et going to qui a de start with a l'ombre. very brief introduction Alors, to me, having j'aimerais been chair of the board, donner because it may une well come into petite our discussion. introduction. So I am Alors, I'm a je disabled suis woman, une personne vivant en full-time situation de power wheelchair, handicap. limited spoons. Je You name dois it. utiliser un My own fauteuil research roulant. is Mon domaine de recherche younger disabled porte adults sur who have les no jeunes other option adultes to live in vivant en long-term care situation de facilities. handicap qui So n'ont we're d'autre often in choix que de places vivre dans des where établissements de soins de everybody longue else is like durée, 40 years older souvent où than les the personnes ont systems were 40 built ans de for plus qu'eux people of that et où age les and not systèmes for them. And I n'ont see pas été intersections conçus with pour des all personnes de different leur âge. topics Et here. je vois And so I just wanted to put that out front. I think this is intersection so avec les amazing to trois be here domaines que nous allons before discuter. disabled Je crois que academics c'est should have a vraiment great incroyable conversation pour together. So les I'm going to ask chercheurs you each ici qui to vont avoir give a une brief incroyable introduction, conversation. Alors, je vais so vous demander de vous présenter everybody else, if they haven't had a afin chance to watch the que video, toutes les knows who each personnes of you are. puissent So savoir Emilio, as we qui have vous êtes. already heard your voice, Alors, would you like to Emilio, just give us étant donné que nous vous a avons brief déjà entendu, intro? pourriez-vous vous présenter? Oui, Oui, absolument. absolument. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je m'appelle Emilio, mes pronoms sont il et lui. Je porte un chandail noir et blanc. Mon teint est moyen. Typiquement, je porterais un masque, mais je fais cette présentation de chez moi. Je suis une personne qui a vécu l'itinérance et qui vit avec plusieurs handicaps invisibles. Je suis aussi universitaire. Je travaille avec le Centre urbain pour la santé
Je travaille sur des services qui offrent une ligne de crise et plusieurs de ces choses touchent à plusieurs aspects dans ma vie que je vis personnellement. Et il y a une intersection avec les gens dans ma vie qui doivent composer avec ceci. Donc, ça me tient beaucoup à cœur. La présentation que j'ai présentée, c'était l'interaction entre le handicap et l'expérience d'itinérance. Et donc, nous examinons le fait que handicap, ça couvre plusieurs expériences. Ça peut être la santé mentale et la santé physique. Et donc, il y a toutes sortes d'expériences d'itinérance. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être une voie. Alors, vous pouvez voir tous les embranchements que les personnes pourraient entreprendre, que ce soit une personne qui vit en situation de handicap, qui a l'expérience de l'itinérance et qui doit naviguer au sein du système et s'en sortir. Et donc, lors de ce parcours initial, c'est une des choses que je fais pour la première fois. J'ai bien hâte de continuer dans cet espace pendant longtemps. Vous savez, l'itinérance, c'est une expérience vraiment handicapante. Alors, quand on pense aux personnes en situation de handicap et nous voyons la façon dont le système est établi, ça peut mener à l'itinérance. Deuxièmement, ça mène à l'itinérance pour certaines personnes. Donc, par exemple, les personnes vivant en situation de handicap sont beaucoup plus susceptibles de vivre l'itinérance. Et pendant que vous êtes en situation d'itinérance, les gens font face à beaucoup de choses qui exacerbent déjà ce qu'ils vivent, que ce soit des handicaps que vous vivez alors que vous êtes en itinérance. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nicole, j'ai pensé aux expériences handicapantes et j'ai vu que vous hochiez la tête. Donc, c'est peut-être une chose qui vous interpelle. Pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre sujet, s'il vous plaît? Absolument. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Nicole Luongo. Mes pronoms sont elle. Je suis ici aujourd'hui au nom de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues, où mon titre est analyste de changement des systèmes. Ce que ça signifie dépend de la journée, mais j'aimerais aussi vous dire que je vous parle à partir d'une salle. Je viens de déménager et donc il y a un peu de lumière, c'est un peu éclairé. Je porte un chandail bleu, noir et argent et j'ai les cheveux bruns. Et je travaille pour la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. C'est ma 5e année et moi aussi, j'ai passé plusieurs années à Vancouver, au centre-ville de Vancouver en tant que jeune personne. J'étais itinérante, j'utilisais des drogues et pour moi, c'était un total accumulé d'institutionnalisation involontaire qui a mené à la prison et je vis des handicaps, différents handicaps. Ces jours-ci, je demeure à Toronto. En ce qui a trait à ma présentation, moi, j'utilise beaucoup ce terme handicapant. Alors, je couvre les politiques canadiennes sur les drogues qui criminalisent la possession de drogue et les activités qui y mènent. Et ça mène à handicaper les gens et les communautés. Et donc, je vais vous parler un peu de la terminologie. Quand je parle de la défense des drogues, je parle de l'aspect criminel. Et donc, vous allez m'entendre utiliser. Maintenant, on parle plutôt de consommateur de drogue ou une personne qui consomme des drogues. Et j'aimerais vous mentionner que beaucoup de gens qui utilisent des drogues criminalisées sont souvent diagnostiqués comme ayant un trouble d'abus de substances. Et ensuite, vous allez m'entendre parler de
La crise de drogue, c'est une crise de dépendance où le diagnostic de dépendance de la drogue n'a pas augmenté au fil des années, mais le problème de surdose a augmenté au fil des années parce que les drogues non réglementées ont augmenté au fil des dernières années. Alors, en grande partie, ma présentation est vraiment axée sur comment l'interdiction des drogues cause des handicaps physiques comme des troubles du cerveau, mais aussi la trajectoire à laquelle les gens doivent faire face et comment ça cause un handicap social et économique. Et je passe un peu de temps sur les solutions en matière de politique pour régler la crise des drogues. Et premièrement, c'est à propos de légaliser et réglementer l'approvisionnement de drogue. Et ça génère des réactions très fortes chez les gens. Et j'espère bien de vous parler comment la justice pour les personnes en situation de handicap utilise les drogues qui sont criminalisées. Merci, Nicole. Et Ty, je peux voir que vous hochiez également la tête. Les gens ont probablement examiné votre présentation et vous avez passé du temps dans le domaine de l'aide médicale à mourir. Mais quand nous parlons de politique et de politique handicapante, mais maintenant, Ty, s'il vous plaît, présentez-vous et parlez-nous un peu du domaine dans lequel vous œuvrez depuis longtemps. Comme il a été mentionné, je suis Ty Reagan. J'utilise pas la désignation docteur, mais moi, j'ai dirigé des gîtes pour les personnes dépendantes des drogues et j'étais frustrée à cause du manque de soutien de mon équipe et des résidents. Et donc, le coût, c'est que je n'avais pas accès à ce que mon équipe avait besoin. Alors, ça ouvre des portes beaucoup plus rapidement plutôt que de juste dire « je suis ce gars, pourriez-vous m'ouvrir les portes? » Je ne veux pas vous interrompre, mais j'aimerais vous dire que moi, j'ai décroché mon doctorat parce que les gens n'écoutaient pas. Et donc, mon équipe sait que j'essaie d'utiliser ma désignation docteur de façon intermédiaire. Les systèmes qui soutiennent ceci, quand je me présente comme docteur Reagan, ça cause déjà un problème. Je suis papa de 2 enfants, adultes maintenant. Alors, nous avons un espace en Alberta sur les territoires des traités 7 où les gens ne regardent pas toujours le contrat social de s'épanouir. Ils vivent plutôt en mode de survie. Alors, moi, je suis arrivée dans l'espace de la recherche et du travail dans le domaine de l'aide médicale à mourir. J'ai été impliquée dans ces conversations avec Ms. Rodriguez et le meurtre de la fille de Robert Latimer. Et j'ai travaillé aussi avec les membres du personnel pour voir ce que les clients ont besoin, mais les résidents et les clients eux-mêmes, ainsi que les membres de leur famille. Et je leur demande qu'est-ce que ça signifie. Alors, nous explorons le paysage du handicap et ça couvre tellement d'intersections. Il y a des gens comme nous qui font partie de cette table ronde et partout, jusqu'à mes enfants et leurs amis. Et ça peut créer une difficulté en termes de créer une voix unifiée parce que les modèles sont tellement différents. Il y a 14 différentes juridictions qui aiment jouer à la patate chaude en ce qui a trait aux personnes vivant en situation de handicap. Il y a tellement de fissures dans lesquelles les gens tombent dans le domaine de l'aide médicale à mourir. Et donc,
nous avons ce thème d'eugénie. Alors, l'eugénisme, alors la première fois qu'ils ont utilisé cette clause de non-obstant, c'était dans le cas où ils ont stérilisé les personnes autochtones. Alors, ça existe. Il y a aussi où je travaillais dans le domaine des gens sans abri. Toutes les personnes qui reçoivent un soutien, c'est comme un débit, parce que les gouvernements, les budgets des gouvernements fonctionnent de cette façon. Donc, c'est faux de dire que c'est dans la colonne de débit, il n'y a aucun crédit. Alors, nous avons entendu ça ce matin. Non, il y a une façon d'établir un cadre qui fonctionne pour soutenir les gens en situation de handicap. Ensuite, il y a le défi par rapport aux statistiques. En grande partie, ça parle de pauvreté, le manque de dignité. Et donc, si on regarde les statistiques, plus de 40% des prestataires de services disent qu'ils ne sont pas formés adéquatement pour offrir des services aux personnes vivant en situation de handicap qui vivent l'itinérance ou qui sont sans logement. Nous avons essayé d'offrir des services dans les gîtes, mais il y a un manque de logements accessibles et abordables. Bon, l'utilisation de substances. Alors, c'est un scénario de l'œuf et la poule. L'œuf et la poule, pardon. Et aussi, les gens prennent aussi beaucoup de prescriptions, mais il y en a d'autres qui vont essayer d'utiliser des drogues qui fonctionnent mieux pour eux ou qu'ils en utilisent trop. Et le 2 novembre, les affaires canadiennes ont dit que 40% des médecins ne savent pas quand soulever ça dans une conversation. Alors, la réglementation dit que les infirmières praticiennes et les médecins ne peuvent pas faire certaines choses. Ça doit être initié par un intervenant social. Quand nous savons qu'un sur 3 cliniciens va dire oui immédiatement et 2 tiers vont y réfléchir. Et donc, il y a ces aspects à tenir compte. Donc, il y a toutes ces intersections, les mêmes intersections que nous voyons dans les mécanismes d'adaptation où les gens utilisent des substances et qui souffrent de dépendance. Alors, moi, j'utilise les modèles de logement accessibles et appropriés. Alors, moi, l'itinérance tombe dans mon domaine de recherche qui est l'appartenance. Et donc, l'appartenance, c'est cette capacité d'avoir un espace qui est le vôtre. Pensez quand on parle au mot foyer ou résidence. Vous avez des liens. Il y a des gens qui se soucient de vous et vous vous souciez de certaines personnes. Vous avez peut-être un animal de compagnie, mais c'est le vôtre. Vous êtes connu au sein de votre société. Si vous disparaissez pendant un bout de temps, les gens s'en font pour vous. Bon, pour les gens qui veulent avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est pas seulement à cause de la condition qu'ils vivent, mais ce sont des choses qui manquent. Ce sont les mêmes choses que nous entendons dans les autres intersections, des choses que le gouvernement peut offrir ou que les communautés peuvent offrir, mais nous avons changé le libellé. On ne parle pas de résidents ou de citoyens, on parle de contribuables. On établit un seuil qui dit que vous devez vivre au-dessous du seuil de pauvreté avant que nous puissions vous donner de l'argent. Alors, parlons de ça. Alors, Amanda a trouvé un titre incroyable à propos d'une société équitable. Et donc, j'aimerais vraiment que nous puissions explorer ce que chacun ou chacune d'entre nous vient de mentionner en termes de terminologie. Si on regarde du néolibéralisme qui dit que les gens sont seulement mesurés par leurs valeurs envers la société, leur capacité à gagner de l'argent. Nicole, si tu y penses,
et on pense à une société plus juste, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Qu'est-ce que ce serait compte tenu de ce que Ty vient de dire? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Alors, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est de mettre l'emphase sur mettre fin à l'interdiction de consommer certaines drogues. Donc, il faudrait éliminer certaines sections de la loi sur les drogues interdites. Cette loi criminalise l'utilisation de drogues pour un usage personnel et en plus de ça, il y a une énorme possibilité de faire les choses différemment. Notre organisme a discuté de créer des modèles qui légalisent certaines drogues et qui sont basés dans les principes de santé publique, mais encore plus important, qui sont basés sur les principes des droits de la personne. Moi, je ne suis pas en train de défendre les droits de la légalisation des drogues pour réaliser des profits. Alors, un modèle équitable serait sans but lucratif et pas pour les intérêts des entreprises. Et donc, ce serait non seulement pour les personnes autochtones, racisées ou d'autres, mais il y a des gens qui sont désavantagés à cause de la loi sur les drogues. On n'a pas besoin d'aller loin, on a juste à regarder ce qui se passe entre les États-Unis et le Venezuela. Ils ont invoqué la loi sur les crimes de guerre et le président du Honduras, qui avait été condamné à prison pour avoir participé à l'exportation des drogues. Désolée parce que au fur et à mesure que la journée avance, je perds ma capacité de parler. Vous m'avez vraiment fait penser dans votre présentation au fait que l'interdiction fait en sorte que ça cause l'approvisionnement de drogue. Bon, on voit à la télé que les drogues sont mélangées à d'autres substances toxiques. Alors, pourriez-vous élaborer un peu à ce sujet? Alors, si on parle des drogues interdites, alors, comment est-ce que ça devient handicapant? Alors, on parle de la loi sur l'interdiction. Alors, plus le respect de la loi, plus c'est difficile. Il y a plusieurs années, on a interdit l'alcool. Vous savez, il y avait quand même une demande d'alcool et les gens continuaient à en boire. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas s'en procurer légalement. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un réseau de crimes organisés et il n'y avait aucune réglementation. Alors, par rapport à l'obtention des drogues. Alors, aujourd'hui, on voit que les fabricants de drogues ajoutent des choses à l'approvisionnement de drogue pour faire en sorte qu'elles soient aussi peu dispendieuses que possible. Alors, la demande de drogue est ainsi, il y a des incitatifs à cause du fait qu'il y a des utilisateurs, mais du côté de l'approvisionnement, les drogues sont encore plus contaminées, moins prévisibles, et ça mène à toutes sortes d'expériences handicapantes. Évidemment, il y a des handicaps physiques qui résultent des surdoses à répétition, mais à cause du fait que la loi sur l'approvisionnement de drogue est toujours en vigueur, toute personne risque le tout parce qu'ils ne savent pas comment les gens vont réagir. Et donc, on voit ce comportement punitif. Et évidemment, c'est un système mondial. Et j'aimerais aussi éviter de créer un système binaire entre
les gens qui sont vulnérables et vraiment les gens qui sont les trafiquants de drogue. Ce ne sont pas les mêmes personnes parce que ce sont ces trafiquants de drogue qui organisent des activités criminelles. Alors, notre vision utopique serait d'éradiquer l'interdiction à l'échelle mondiale et importer les ingrédients clés, d'importer l'opium, de ces petits producteurs afin d'assurer qu'il y ait un élément réparateur. Emilio, j'étais avec Latanga ce matin dans une présentation. Latanya, désolé. Encore une fois, la journée progresse et je deviens un peu moins concentrée. Et elle a fait beaucoup de recherches sur l'itinérance et le logement. Elle a donné cet exemple frappant de quelqu'un qui avait été évalué, qui vivait dans un campement, qui est la terminologie, qui avait été évalué pour aller vivre dans un logement, mais à cause des besoins de son handicap, diabète et d'autres besoins, il n'y avait pas de logement dans lequel il pouvait aller. Donc, ultimement, au final, l'équipe qui l'a évalué a décidé que c'était plus sécure pour eux de rester sans abri, ou plutôt itinérant, sans maison plutôt, et de vivre dans ce campement. Donc, ça n'a pas l'air d'une société juste du tout. Donc, de toute évidence, il y a tellement d'autres aspects à l'itinérance qui ne sont pas justes. Je voulais juste que tu me donnes des réflexions sur une société juste et l'itinérance aussi. Oui, je pense que il y avait un panel plutôt qui discutait de Housing First, donc le logement en premier lieu. Je pense que c'est une des solutions, mais le défi avec Housing First, donc ce qu'ils aiment appeler un approvisionnement de logements très limité. Et bon, le marché est serré, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se passent là. Tu dois prendre ce qu'on te donne. Lorsque tu regardes ce qu'on te donne, par exemple, je pense à Toronto, c'est un endroit où les gens doivent prendre ce qu'on leur donne. Et lorsque vous allez dans ces unités-là, sont délabrées, sont très inaccessibles. Il n'y a pas d'espace physique pour que les gens soient capables de naviguer s'ils ont des besoins en accessibilité. Les besoins de santé mentale ne sont pas respectés non plus. Il y a des rats et tout ça. Il y a tellement de mauvais entretien. Il y a tellement de facteurs qui entrent dans l'expérience en logement de la personne, alors qu'ils font la transition de l'itinérance jusqu'à un logement. Finalement, la personne choisit de ne pas prendre un logement qui continue d'être sans maison, ou qui soit itinérant, ou ils sont dans une situation où ils finissent par retourner dans l'itinérance parce que l'unité dont ils ont hérité ne fonctionne pas pour eux pour plusieurs raisons différentes. Mais je pense que une de nos estimées les plus... au Canada, on montre qu'on a 1,3 million de maisons vacantes. Je pense que c'est une partie de ceci. Je veux vraiment dire une partie d'une société juste, c'est ça de permettre à tout le monde d'avoir un logement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Mais ça n'arrête pas là, cependant, parce que, comme on l'a mentionné, les services et les soutiens qui sont nécessaires, spécialement pour les gens avec un handicap, sont très pertinents pour quelqu'un pour être capable de maintenir un logement stable. Donc, comme Ty l'a mentionné un peu plus tôt, beaucoup de personnes ne sont pas préparées, pas prêts pour servir les gens qui en situation de handicap. C'est aussi vrai pour les gens avec un handicap qui sont itinérants. Beaucoup des services sont construits avec des gens qui n'ont pas le handicap. Donc, les procédures, la standardisation des opérations, même au niveau académique, la formation des gens comme les travailleurs sociaux et les conseillers en toxicomanie sont vraiment avec une perspective d'une personne qui n'a pas d'handicap. Donc, mais ces services-là sont donnés à des personnes. Même moi, je suis une personne qui a un handicap, qui a aussi fait l'expérience d'itinérance. Les services que les gens comme moi reçoivent ne sont pas prêts pour rencontrer les besoins qu'on a, répondre aux besoins qu'on a. Ça peut ressembler. Peut-être que les gens, OK, ils nous abandonnent, ils nous disent qu'on est très complexe, c'est difficile de s'engager avec nous, on est difficile à rejoindre, mais on abandonne parce que les services qu'on nous offre
répondent pas à nos besoins. Oh, pourquoi je me soucierais des services que j'obtiens lorsque vous répondez à seulement un besoin de base, mais pas tous les autres besoins que j'ai, comme ma santé mentale et tout ça, ma santé physique. Bon, j'ai des préoccupations de santé physique aussi que je ne mentionne pas souvent parce que c'est quelque chose que je garde un petit peu plus à l'intérieur de moi. Souvent, c'est pas abordé. Donc, ces services de soutien ne sont pas là. Et les gens ils vont retourner dans l'itinérance à cause de tout ceci. Donc, ces services doivent être en place. Mais il y a cette troisième partie à propos de l'abordabilité et la stabilité qui doivent être adressées aussi. Donc, il y a eu des conversations à propos du POSPH. Je vivais en Ontario aussi. Ça couvre pas, cette prestation ne couvre pas toutes les dépenses que quelqu'un a, comme dans une ville à Toronto, où le prix moyen d'un appartement à une chambre ici, c'est à peu près 2100 $. Donc, lorsque vous obtenez seulement 1100 $, peut-être que vous essayez d'avoir un petit emploi soit du travail payé ou d'autres moyens de subsistance, ou ça peut être légal ou illégal si on veut. Donc, ces courants de revenus, c'est pas assez pour couvrir les besoins, pour vous soutenir. Donc, d'autres parties doivent avoir le soutien pour pas seulement avoir une vie abordable, mais une vie digne. Une vie digne. Absolument. Même ces petites choses qui font, une grande différence. Je veux juste aussi félicitations que j'ai dit dans ma panel précédent. Il y a un programme incroyable qui a mis du logement accessible, qui l'a sorti de l'approvisionnement général, qui les ont fait correspondre aux besoins des gens en situation de handicap. Ça a été mis par Jane Dyson et Kristen Gordon des ABC il y a quelques années et Paul Gauthier, l'équipe à DABC continue de travailler là-dessus. Et Paul Gauthier, son équipe. Si vous avez entendu Steve parler plus tôt, il a eu son congé de l'hôpital, il est allé dans la rue. Si ce n'avait pas été pour le bon jumelage aussi des soins financiers directement. Je pense que Ty, je m'adresse à toi lorsqu'on parle de l'AMM et les choix en politique. Beaucoup ce que tu as dit à propos de l'effet que l'AMM, l'aide médicale à mourir, existe parce que d'autres systèmes ont été érodés. Donc, est-ce que l'AMM existera encore dans une société juste au Canada? Je pense que oui, parce que c'est à propos de l'autonomie de la vie. Mais ce qu'on verrait, c'est moins d'utilisation parce que ils essaient de créer en disant, oh, seulement 25 personnes qui ont accès à l'aide médicale mobile vivent dans la pauvreté plutôt. Donc, 25 auraient à naviguer dans un système où si vous devez passer à travers 3 agences gouvernementales pour avoir une chaise pour mettre dans la douche, ou vous êtes dans une liste d'attente pour avoir accès à une subvention pour que vous n'ayez pas à déménager en dehors de votre maison pour adapter votre maison. Vous êtes capable d'avoir un conjoint et de ne pas que vos bénéfices soient jugés selon les actifs et le revenu de votre conjoint. Donc, une société juste pour moi. Je vais essayer de ne pas utiliser des métaphores trop colorées ici, mais c'est vraiment enlever l'idée de la survie jusqu'à aller vers l'épanouissement. Comme j'ai entendu dans un autre panel, tous nos soutiens sur le handicap sont conçus pour le fait qu'on peut encore travailler. Tout ce qu'on fait dans la recherche, incluant moi avec mes handicaps en neurologie, il y a des bons moments puis d'autres moments moins bons. Donc, si on la chose même mieux, on tend à s'en aller. Bon, les choses sont conçues pour les gens qui travaillent de l'âge de 18 ans à 64 ans. Avant 18 ans, on s'en fout. Après 64, c'est passé ta meilleure date. Donc, c'est un temps expiré. On oublie. Ce qu'une société juste serait, ce serait de regarder ce qui doit être mis en place de la naissance jusqu'à ta tombe pour qu'on s'épanouisse. On ne verrait pas de liste d'attente pour les interventions. On n'aurait pas de liste d'attente pour du soutien aux enfants. Le soutien aux enfants pour ces familles ne serait pas des modèles sous un modèle de remboursement. Donc, chaque famille aurait
vraiment. Et les adultes, ce serait une transaction qui ne causerait pas d'autres coûts. En Alberta, on enlève les gens, donc on rétrécirait le montant qu'on peut faire en coupant le revenu. La présomption canadienne ne serait pas en train de créer de la confusion avec la paperasse, mais ça aiderait beaucoup. Et les adultes, ce serait avoir un revenu de base. Vous gagnez plus que ceci? L'agence du revenu sait ce qu'on gagne. Soyons honnêtes. Ils peuvent, si on est sans emploi, ils peuvent, si on prend notre retraite, ce sera encore là. Pourquoi, quand tu es un aîné, lorsque tu as une prestation d'handicap, ensuite tu prends ta retraite, tu gagnes moins. Donc, maintenant, on a un enjeu avec AMM, tu prends ta retraite et tu es handicapé, tu gagnes moins que ce que tu gagnais lorsque tu étais en pauvreté. Maintenant, tu gagnes moins. Et en Alberta, tu as vraiment un coût pour les médicaments pharmaceutiques. Donc, maintenant quoi, là? On parle de la pauvreté, on parle de la dignité. C'est une chose qui dure toute une vie et la société dit que tout le monde devrait d'avoir l'opportunité de s'épanouir. Et peu importe les défis qu'on expérimente, ont des effets de vague dans notre communauté. Donc, c'est un effet de vague. Comment aidons-nous en tant que communauté les gens à naviguer? Désolé, Michel. Non, vraiment. Tu parles notre langue qu'on utilise, notre langage handicap sans pauvreté. Je veux rappeler les gens qu'une chose qu'on a fait ici, on a décidé d'en publier notre troisième rapport et toutes les statistiques, toutes les situations dont tu parles sont appuyées par les statistiques dans ce rapport. Donc, toute personne d'entre vous, si vous cherchez un bon endroit pour obtenir ce seul endroit unique, ce guichet unique pour trouver toutes les statistiques, maintenant, on a vraiment, on est 20 minutes, on aura une pause à 20. Donc, il nous reste 14 minutes. Donc, j'aimerais juste vraiment ouvrir la discussion. Et on a tous eu un petit peu d'introduction, on a parlé. Parlez-moi de ce que vous pensez, ce qu'on a entendu aujourd'hui à propos de la jonction de ces trois sphères. Pour moi, je vois les obstacles dans tout ce dont on parle ici comme étant causés par l'attitude. L'attitude envers les gens handicapés, que ce soit « Oh, je souris Nicole, lorsque tu parlais des gens qui utilisent la drogue. » Moi, non. Je parle des gens handicapés, pas des gens avec un handicap. Tu as dit des utilisateurs de drogue. Bon, les gens se décrivent comme ça parce que c'est ce qu'on tend tous à faire. Mais cette attitude, donc qui nous sommes, ce qu'on est. J'ai raconté une histoire dans le panel ce matin. Je suis allée au Dollarama local samedi soir. Il faisait noir, c'était misérable, c'était gris. Un bouton, poussoir pour la porte, elle ne fonctionnait pas. J'ai un chien de service, une chaise roulante électrique. Donc, un jeune homme dans la vingtaine est arrivé sur son vélo. Bon, il pourrait être un jeune homme peut-être qui est itinérant. C'est quelqu'un qui, je dirais, la vie était complexe pour lui. Immédiatement, il dit, « Ah, je vais vous aider, je vais ouvrir la porte. » J'ai dit, « Est-ce que tu n'as pas besoin de barrer ton vélo? » Il dit, « Non, tout le monde dans la communauté me connaît. C'était pas un, ah, ils me connaissent. Non, tout le monde me connaît. Personne ne va toucher mon vélo. » Donc, je suis entrée dans le magasin. Il y avait un groupe de logement local. Il y avait une personne qui était là avec le panier. Ils faisaient leurs emplettes. Et bon, les allées au Dollarama ne sont pas faites pour un chien de service et une chaise roulante. Dans chaque allée, une des personnes en situation de handicap a dit, « Comment on peut t'aider? » J'ai quitté là encore une fois parce que la porte ne fonctionnait pas encore. J'ai quitté cet endroit un samedi soir en me disant, ça, c'est ce que tout le monde doit voir. Je suis passée là, je me suis sentie valorisée, on m'a apporté assistance, je me suis sentie comme quoi je fais partie de la communauté. Pour moi, c'est là où je vis. Ce sont les gens que je vois tous les jours, alors que je prends ma marche avec Léo, que je fais marcher mon chien plutôt. Donc, je parlais de la jonction des communautés qu'on représente aujourd'hui. Je sais qu'on est plus complexe que ça. Donc, j'ai pris du temps maintenant. Il reste juste 11 minutes. Donc, je vous ouvre le plancher pour la discussion. Oui, je pense que je peux y aller en premier. Je pense qu'une chose à laquelle je pense beaucoup,
qui me vient à l'idée, c'est Doug Ford. Donc, je vis à Toronto, en Ontario. Récemment, la loi 60 a été adoptée. C'est quelque chose qui est que j'ai beaucoup à l'idée. Pour quelqu'un qui est à plusieurs jonctions dans la vie. Donc, on a parlé de cette rhétorique bon, il aime beaucoup dire, trouve-toi un job, trouve-toi un emploi. Il pense à nous comme étant des personnes paresseuses. Je les vois toujours. Je suis sur TikTok parce que c'est là où j'obtiens beaucoup de nouvelles à propos de ces choses aussi. Et les gens disent, oh, si tu es un bon locataire, ça devrait être correct. Si tu es un locataire qui décide de ne pas payer ton loyer, c'est ta faute. Donc, je pense que beaucoup de ceci, c'est vraiment lié à l'attitude. C'est beaucoup de oh, pour autant que j'ai pas à dealer avec ça, à le voir, c'est pas là, ça compte pas vraiment. Mais je pense que beaucoup de personnes n'ont pas l'air de réaliser que le handicap, c'est juste au coin de la rue. Tu ne sais jamais lorsque quelque chose peut t'arriver mentalement, physiquement, qui peut te mettre dans la même position où je suis. Et tu aurais bien souhaité que les gens auraient milité pour toi de la même façon où tu aurais espéré militer te lutter pour une autre personne. C'est vraiment ça que j'ai à l'esprit. Parce que ces choses-là continuent de toujours escalader et aller en cascade. Et on suit un peu nos voisins au sud. On a besoin de changer cette rhétorique et faire sortir le mot à l'effet qu'il y a une réalité différente de ce que vous pensez que c'est, juste parce que vous le voyez en ligne. Hey, Nicole, je vois une question pour toi dans la boîte de conversation qui dit, avec la légalisation de la marijuana, est-ce que tu sens que la marijuana médicale pourrait recevoir un numéro d'identification, j'imagine, de classification? Est-ce quelque chose que tu penses à laquelle tu peux répondre? Oui, je regarde dans la boîte de conversation pour une raison quelconque. Oui, c'est Kim. Son icône, son image est une image d'un chat. Je vais le lire un peu plus lentement. Oui, peut-être que j'ai un enjeu technique. Avec la légalisation de la marijuana, si on met de côté les décisions de la Cour, le jugement de la Cour, est-ce que tu sens que la marijuana médicale pourrait ou devrait recevoir un DIN, un numéro d'identification de la drogue? C'est difficile à dire. Je vais être honnête en disant, on a fait beaucoup d'erreurs dans le chemin sur la légalisation du cannabis de façon prédominante parce qu'on n'a pas priorisé l'équité, on a légalisé dans un modèle de marché qui fait des profits et donc rétroactivement. Je présume que la question fait allusion à est-ce que ça va être possible pour les gens de se faire prescrire du cannabis médical? Je ne sais pas, oui, j'imagine. Tu peux te faire prescrire dans le sens où, avant que c'était légalisé, on aurait pu dire que tu avais de la marijuana médicale, mais je me demande si ça s'appelle même peut-être une prescription de l'avoir à la pharmacie. Kim, tu aimerais nous donner un peu plus de détails, peut-être d'enlever ta sourdine sur ton micro? Je suis pas certaine comment notre système fonctionne aujourd'hui. OK. Donc, Trevor dit qu'il a un patient de cannabis. Moi aussi, je prenais du Sativex, ça s'appelait comme ça. Ce n'est plus couvert par mon plan médicalement, donc j'ai arrêté. Et c'est une des choses qui arrivent, oui. Kajida, probablement j'ai massacré votre nom, probablement. Si tu peux mettre la question dans la barre de conversation, je serais capable de lire. Kim, non, c'est pas possible pour Kim d'enlever sa sourdine. Donc, Nicole, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à propos de l'attitude lorsqu'il s'agit des utilisateurs de drogue? Il nous reste 7 minutes, donc je veux donner à Ty aussi un autre moment, la capacité de revenir aussi dans la discussion. L'attitude dans l'utilisation de la drogue. Où on commence? Oh, on commence, oui. Ouais. L'attitude façonne les politiques. Et donc, lorsque je pense à ce que je pense toujours, ce qui m'a fait postuler pour venir à cette conférence, c'est l'étendue dans laquelle on a plus en commun que ce qu'on a de différent. Techniquement, je représente ici la perspective des politiques sur la drogue, mais ultimement, tous et chacun d'entre nous qui expérimentons un handicap, je pense que nos adversaires sont les mêmes systèmes. Et donc, bien que ce soit
difficile, ce soit un défi. Parfois, c'est même difficile à définir le handicap lorsque, lorsque nos environnements sont aussi invalidants, mais on a aussi beaucoup d'opportunités de s'engager. Donc, mon espoir à plus long terme et beaucoup de mon rôle est orienté autour du fait de regarder ces intersections, ces jonctions, de construire, d'établir ces ponts entre différents mouvements sociaux. Oui, non, je dois dire, chez Handicap sans pauvreté, c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec notre rapport forger la PCPH parce qu'on a fait un rapport pour le gouvernement sur le plan d'action sur le handicap. À la page 32, j'en ai parlé beaucoup. Toutes les personnes qui n'ont pas été capables de joindre. Donc, on voulait livrer un rapport qui rejoint ces personnes-là, qui mène à Khadija. Peut-être que je n'ai pas prononcé encore correctement, je suis tellement désolée. Elle dit, est-ce qu'on peut aborder la violence domestique contre les gens en situation de handicap? Quelles protections ils peuvent avoir en place? Est-ce que les gens aussi qui souffrent d'un cancer peuvent être considérés comme étant des gens qui souffrent d'un handicap? On a plein de matériel pour un nouveau panel. Nicole, je pense vraiment que vous avez absolument raison. Je pense que en nous mettant dans des silos, parce que je pense que parfois, il y a différents groupes qui vont chercher l'équité. On pense qu'on doit vraiment être les champions de notre propre cause parce qu'on est tous désespérés d'avoir quelque chose. On doit laisser tomber les silos. On doit travailler vraiment à travers les silos de façon horizontale pour amener de l'avant une position plus grande, plus vaste. Donc, je vais aller te donner la parole parce que tu as cette perspective unique par le fait de vivre en Alberta. Oui, j'aimerais bien qu'on soit unique. Oui, la seule province qui a décidé de couper la prestation canadienne pour les personnes handicapées, la seule province qui en est arrivée avec une autre version qui est de 200 dollars de prestations et réduit la capacité à gagner de 800 dollars. Donc, c'est 350 par mois. Et avec le prix du logement social en même temps, tout au même endroit, tout en même temps, parce que clairement, les gens avec un handicap en Alberta font tellement bien que le gouvernement a besoin de s'attaquer à eux tellement pour arrêter cette tempérade. Clairement, je suis sarcastique ici. Ty, parle-nous un peu. Bon, il nous reste 3 minutes. Parlons de l'attitude. Bon, l'histoire en Alberta, là, bon, c'est écrit attitude, aucune barrière, aucun obstacle. On est vraiment la terre de la non-information au Canada. Donc, j'ai vu la violence conjugale. Une partie de ceci, c'est parce qu'on a la désinformation. Les gens viennent en Alberta avec un handicap parce qu'on donne tellement d'argent. On a exploré le déménager à travers une promesse lorsque tu as toutes ces intersectionnalités. J'ai fait une fois la paperasse pour passer à travers ça. Je ne voudrais pas avoir à le faire. Il y a beaucoup de choses juridiques, beaucoup de reconnexion, Donc oui, c'est l'attitude. C'est vraiment, c'est une terre moraliste. Même chose, on a parlé des politiques sur les drogues. Il y a plusieurs années, on n'est toujours pas arrivé. Même chose à propos du logement, où les gens qui sont itinérants. OK, tu t'es fait ça toi-même. Donc, tu pourrais juste te sortir de là. Tu pourrais juste te sortir de cette situation. Toutes ces métaphores qui te font te sentir mal. Donc, si on ignore le système, un système capitaliste qui dit qu'on devrait avoir moins de personnes dans un système comme ceci. La question qu'on demande de façon moralisatrice, c'est à quel niveau sommes-nous à l'aise dans la société? Clairement, en Alberta, de façon à l'aise. On est à l'aise avec les enfants qui vivent dans une auto sous un pont. Les personnes handicapées qui ne sont pas capables d'avoir le soutien dont ils ont besoin, c'est correct s'ils ont accès à l'AMM au lieu de ça. Donc, on milite pour eux. Peu importe où on s'insère dans le spectre. Notre rapport en 2025, 92 des gens à Calgary en situation de handicap vivent dans une situation où ils ont peur de violence conjugale. Donc, comment on peut résoudre ça?
Pourquoi est-ce que votre conjoint ne peut pas se qualifier pour tout ce soutien? Parce que vous êtes à l'emploi. Absolument. Oui. Oui, oui, désolé. J'aimerais bien qu'on ait tellement plus de temps pour faire ça. Je vais dire Ty, Emilio, Nicole. Je ne vous connaissais pas avant ceci, mais maintenant, je sens que je vous connais maintenant tellement bien. Je suis tellement reconnaissante pour tout le travail que vous avez mis pour faire les vidéos eux-mêmes, parce qu'elles vont vivre à perpétuité dans notre collectif de recherche sur notre site web. Et je sais que moi, j'irai regarderai toutes les études qui ont été faites. Oh, vous voulez du matériel? Je dis aux gens, allez-y. Donc, je connais des gens aussi qui demandent pour plus de ceci. On veut en faire plus aussi. On espère en 2026. Je vous referai tous à nouveau. J'ai tellement de notes devant moi. Si j'ai besoin de vous pour quelque chose, je saurai où vous trouver. Merci beaucoup. Et je dépasse mon temps. Et maintenant, je devrais me faire frapper sur les doigts. Mais les cordons de bottines ont besoin des bottines. C'est absolument correct. Merci, Trevor, pour ceci. Donc, Amanda, on te remet la parole.